Il est 22 h, bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les principaux titres. Le président de la République donc, a participé à la clôture des travaux du sommet sur le climat à Paris en France. Et sommet également du monde musulman à Istanbul à l'initiative du président turc Erdogan. Merci à vous de nous rejoindre. Le sommet international sur le climat organisé en France est clôturé donc hier. Une série de recommandations ont été adoptées à l'issue de cette rencontre qui a réuni une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement dont le président de la République Ismaël Omar Guelleh. Au cours de cette rencontre, au sommet, entreprises et institutions internationales ont promis de se détourner des énergies fossiles. Un fonds spécial a été créé pour la mise en route des programmes censés atténuer les effets négatifs générés par le phénomène de changement climatique. Cette nouvelle rencontre se tient 2 ans après la signature de l'accord de Paris qui a abouti à un consensus pour parvenir à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Djibouti a pris ses dispositions. Sous la houlette du chef de l'État, notre pays a décidé d'opter pour la transition énergétique pour compter sur les énergies renouvelables et se défaire progressivement des énergies fossiles. Djibouti devrait opérer ce changement à l'horizon 2021 pour se tourner exclusivement sur les énergies propres ouvertes. On est en train de perdre la bataille. Et donc quand je dis qu'on est en train de perdre la bataille aujourd'hui, je veux que vous preniez conscience que derrière moi, il y a des chefs d'État et de gouvernement. Dans 50, 60 ou 100 ans, il y en a 5, 10, 15 qui ne seront plus là. Tout simplement. Ça veut dire ça, ce qu'on est en train de faire. Et on ne pourra pas dire qu'on ne sait pas, c'est ce qu'on est en train de décider à ne pas changer. On décide juste qu'il y en a plusieurs autour de cette table qui vont disparaître. Leur population avec eux. Et donc la question pour les leaders qui sont aujourd'hui présents, c'est de savoir si on veut accompagner ça, parce qu'on ne pourra plus expliquer à qui que ce soit qu'on ne savait pas. Et le secrétaire général du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement qui a participé à ce sommet nous en dit plus. Effectivement, hier au sommet de Paris, les participants ont pris 12 engagements. Et parmi ces engagements, je vais citer quelques-uns les plus importants. L'un des engagements importants est pris par la Banque mondiale qui s'est engagée à ne plus financer les projets relatifs au pétrole et au charbon à partir de 2019. C'est un engagement important qui va permettre de réduire l'émission de gaz à effet de serre. Un autre engagement important a été pris par le Mexique qui s'est engagé de créer un marché carbone pour le Mexique mais aussi pour l'ensemble des pays d'Amérique latine et même pour l'Amérique du Nord puisque la Californie et le Québec et l'Ontario vont participer aussi à ce marché carbone. Et l'objectif de créer ce marché carbone au Mexique, c'est d'augmenter le prix de la tonne de carbone qui est trop bas en ce moment. La Chine aussi s'est engagée à créer un marché national de carbone et comme le marché chinois représente plus d'1 milliard de personnes, c'est aussi un engagement important qui va contribuer à la réduction des gaz à effet de serre. Un autre engagement a été pris par l'Union européenne qui s'est engagé à financer à hauteur de 9 milliards de dollars les projets d'adaptation dans les pays africains. Et c'est très important parce que l'Afrique, qui contribue peu au changement climatique, est l'un des continents les plus vulnérables au changement climatique. Un autre engagement a aussi été pris par le secteur privé, et notamment par Bill Gates, qui s'est engagé aussi à financer des projets dans le domaine de l'agriculture en Afrique et dans d'autres parties du monde. Il y a aussi un engagement important du secteur financier, les banques centrales et aussi certaines banques privées telles que BNP Paribas se sont aussi engagées à verdir le financement, c'est-à-dire à financer des projets qui sont favorables à l'environnement et ne plus financer des projets qui contribuent à l'émission des gaz à effet de serre. Il y a eu aussi l'engagement des villes. Il y avait aussi des représentants des grandes villes
et notamment américaines, telles que le gouverneur de la Californie ou l'ancien maire de New York. Donc les villes aussi se sont engagées à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Il y a eu aussi l'engagement des scientifiques qui vont continuer à se mobiliser pour apporter des connaissances scientifiques de plus en plus précises dans le domaine du changement climatique. Et il y a aussi des coalitions qui ont été créées, notamment la coalition anti-charbon. Beaucoup de pays sont engagés à éliminer progressivement la production et l'utilisation de charbon dans leur pays. D'autres pays, il y a eu aussi une coalition pour réduire l'émission de gaz à effet de serre dans le secteur de transport maritime. Et donc, tous ces engagements vont effectivement contribuer à réduire l'émission de gaz à effet de serre et donc à l'objectif de limiter l'augmentation de la température à 2 degrés. Et en clôturant ce sommet sur le climat, les participants ont admis que les changements ne vont pas vite. Ils ont évoqué la nécessité d'entreprendre des actions dans l'urgence. Alors, Asma, quelles sont les différentes actions qui seront entreprises donc, pour contrecarrer ce changement climatique et aider les pays à financer les coûts de dioxyde de carbone dans l'atmosphère? Eh bien, Ahmad, les dirigeants ayant pris part à cette rencontre, donc au sommet, ont pris l'engagement donc d'inciter les acteurs économiques à investir dans les énergies vertes ou renouvelables. Eh bien, le chef de l'État français, hôte de ce sommet qu'on vient à l'instant de suivre, avait déclaré que le monde est en train de perdre donc la bataille contre le réchauffement climatique. Selon le président Emmanuel Macron, le drame, c'est que l'on ne va pas vite. Et l'on doit se rendre compte. Le président français a appelé à la mobilisation générale. Les entreprises et institutions internationales ont promis de se détourner des énergies fossiles. En clôturant alors les débats, Ahmad, et afin de connaître les progrès accomplis, le président français a proposé que le sommet se répète chaque année en France ou ailleurs. Je cite, « Nous avons besoin chaque année d'avoir une réunion pour connaître si le changement s'est accéléré ou non ». Pour les participants à ce sommet, qui a réuni donc les représentants de 127 États, institutions internationales telles que l'ONU et de personnalités donc, du secteur privé, le temps de l'action et de l'urgence a sonné. On ne pourra pas dire qu'on ne savait pas, ont-ils admis, Ahmed. Merci Asma pour cette analyse. Et la République de Djibouti a pris part également à la rencontre au sommet des dirigeants du monde musulman à Istanbul, à la décision prise unilatéralement par le président américain Donald Trump de reconnaître la ville sainte de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël et de transférer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. C'est le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed qui s'est rendu à Istanbul pour ce sommet de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique sur Jérusalem. Le Premier ministre donc a présenté la position de Djibouti qui a rejeté la décision américaine relative à Jérusalem avec toutes ses conséquences. Djibouti donc s'est jointe aux pays membres de la Ligue arabe qui exhorte donc le président américain à revenir sur cette décision négative. Et je vous propose à présent de suivre donc les explications du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed qui a pris part à ce sommet extraordinaire de l'OCI. Le sommet est en train de s'achever, le sommet extraordinaire convoqué par l'organisation de la conférence islamique et par le président Erdogan qui est donc le président en exercice de l'OCI. Va bientôt s'achever et les résolutions qui ont été adoptées sont notamment la non-reconnaissance de Quds Sharif comme capitale d'Israël. Tous les participants ont rejeté cette résolution de la reconnaissance par Trump et on dit que Trump désormais ne peut plus faire partie, ni les États-Unis d'Amérique, de la solution palestinienne. En tout cas, il y a eu une réaffirmation de tous les participants à la solidarité avec la Palestine et
est gardée comme la capitale de la Palestine, Al-Quds al-Sharif. Et dans ces conditions, tous les pays membres des États islamiques doivent aller dans ce sens-là pour essayer de contribuer à aider le peuple de Jérusalem à résister donc au sionisme. Merci. Et à l'appel de la République turque, les dirigeants du monde musulman ont décidé d'une série de mesures pour contrer la reconnaissance américaine de Jérusalem comme capitale d'Israël. Recep Tayyip Erdogan espère rallier les dirigeants du monde musulman pour une riposte ferme. La reconnaissance par le président Donald Trump de la ville sainte comme capitale de l'État hébreu la semaine dernière a suscité une réprobation quasi unanime dans le monde et des manifestations de colère se déroulent dans plusieurs pays du Proche-Orient. Recep Tayyip Erdogan, ardent défenseur de la cause palestinienne, a été l'un des plus véhéments critiques de cette décision, dénonçant une mesure contraire au droit international. Il a rappelé que Jérusalem est la troisième ville sainte de l'islam et qu'elle est une ligne rouge pour les musulmans. Président en exercice de l'OCI, une structure pan-islamique qui compte 57 pays, Erdogan a convoqué un sommet extraordinaire lors duquel il espère unifier le monde musulman derrière sa ligne de fermeté. La mesure américaine a provoqué des manifestations dans plusieurs pays du Proche-Orient et des violences dans les territoires palestiniens et à Jérusalem. 4 Palestiniens ont été tués et des centaines ont été blessés depuis jeudi. Également dans l'actualité, la Ligue de Ulama de Djibouti a également fait part de son rejet de la décision du président américain de considérer Jérusalem comme la capitale de l'État d'Israël. En étroite collaboration avec le Haut Conseil islamique du ministère des Affaires musulmanes, la Ligue de Ulama de Djibouti a tenu une réunion de concertation sur la décision du président américain Donald Trump considérant Jérusalem comme capitale d'Israël. Le président de la Ligue des Ulama, Cheikh Abdurrahman Shamsuddin, et les conseillers techniques du ministre des Affaires musulmanes, Cheikh Abdurrahim Al-Shafi'i, ainsi qu'une dizaine de ulama et des prédicateurs se sont réunis pour exprimer leur rejet de cette décision qui contredit les lois et résolutions internationales. Et à la fin de la réunion, le Cheikh Abdurrahman Shamsuddin, président de la Ligue des Ulama de Djibouti, a formellement rejeté dans une déclaration au nom des ulama la décision du président américain Donald Trump qui considère la ville d'Al-Quds comme capitale de l'État d'Israël. Le communiqué final a souligné que la ville de Jérusalem était l'une des plus anciennes terres construites pour obéir à Dieu, la première Qibla pour les musulmans, et qu'elle est le lieu le plus important après la Mecque et Médine pour les musulmans. Le communiqué final a affirmé que personne ne peut changer les faits fixes, quelle que soit la force et le pouvoir, appelant également les musulmans à unir leurs rangs et recueillir leurs paroles ainsi que travailler ensemble pour soutenir le peuple palestinien opprimé. Et dans le reste de l'actualité, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a reçu en audience 2 experts de l'Union interparlementaire, en l'occurrence Alphonse Nombre, député de l'Assemblée nationale et ancien secrétaire général Burkina Faso, et Margaret Moon, experte parlementaire, ancienne ministre et ancienne députée de la Chambre des communes du Royaume-Uni. Leurs échanges ont porté sur le projet d'assistance pour l'élaboration d'un plan stratégique pour l'Assemblée nationale. Les experts mandatés par l'Union internationale des parlements ont expliqué que l'objectif principal des missions est de faciliter, de concert avec les autorités de l'Assemblée nationale de Djibouti, des activités d'auto-évaluation comprenant des députés et des cadres de l'administration de l'Assemblée nationale. Et après donc la séance de discussion avec le président de l'Assemblée nationale, les experts et une très grande majorité des parlementaires, les représentants des différentes directions de l'administration parlementaire et des représentants de la société civile ont participé à une réunion d'auto-évaluation avec les membres du Parlement. En effet, l'auto-évaluation est une pratique volontaire et constitue la meilleure façon de garantir que l'Assemblée nationale reprenne pleinement à son compte les résultats et les conclusions de l'exercice. Ces outils n'ont pas pour but de créer un classement ni de noter les parlementaires. Aucun expert international ne prétend les juger dans une auto-évaluation. C'est l'Assemblée nationale elle-même qui est l'acteur principal et le juge. Les questions pour l'outil sont
sont inspirés par les principes de base identifiés par les parlements eux-mêmes dans l'ouvrage intitulé « Parlement et démocratie au XXIe siècle, le guide des bonnes pratiques ». Elles sont regroupées en 6 sujets: la représentativité du Parlement, le contrôle parlementaire sur l'exécutif, la fonction législative du Parlement, la transparence et l'accessibilité du Parlement, l'obligation de rendre compte du Parlement et la participation du Parlement à la politique internationale. Et sous la présidence du député Abdou Siki Ediriye, la commission parlementaire pour le développement social et de la protection de l'environnement s'est réunie ce matin dans la salle de commission du Parlement. À l'ordre du jour de cette commission, le projet de loi numéro 209 relative à la promotion et la protection des droits des personnes âgées. Le gouvernement est représenté par la secrétaire d'État aux affaires sociales, Mouna Ousmane Aden. Le but de ce projet est de protéger les droits des personnes âgées qui constituent une référence pour les futures générations, notamment dans la transmission du savoir et des bonnes pratiques. Ce projet vise donc à renforcer la solidarité et les liens familiaux à travers les dialogues entre les générations. Après les débats et les échanges, les commissaires ont donné un avis favorable pour que ce texte soit soumis à l'appréciation de leurs collègues lors de la prochaine séance plénière de l'Assemblée nationale. Santé à présent, le poste de santé du PK51 a abrité une cérémonie de lancement des patrouilles mobiles d'assistance médicale aux migrants en détresse qui est placée sous le patronage du ministre de la Santé, Dr Jamal Elmi. Accueilli par le préfet de la région d'Arta, le ministre de la Santé est arrivé en compagnie du ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Younis Ali, de l'ambassadeur de l'Union européenne, Adam Koulash, et de la représentante de l'Organisation internationale pour les migrations, Lalini Verasamy. La cérémonie a vu la participation également de nombreux élus locaux, des hauts cadres du département de la santé, mais aussi de la population locale qui est venue en masse pour assister à cette cérémonie de coup d'envoi des activités des patrouilles mobiles qui sillonneront régulièrement le corridor migratoire en vue de porter assistance et soins aux migrants en détresse. Financé par l'Union européenne, ce projet d'assistance médicale piloté par le ministère de la Santé en collaboration avec l'OIM constitue une composante importante d'un vaste programme d'assistanat en faveur des migrants. Prenant la parole après les mots de bienvenue du préfet de la région d'Arta a salué les efforts conjugués du ministre de la Santé et du ministère de l'Intérieur qui ont œuvré inlassablement pour la réussite de ce projet. En cette période commémorative de la Journée internationale des droits de l'homme, ce projet d'assistance médicale illustre parfaitement la détermination du gouvernement djiboutien à garantir ce droit à la santé inaliénable pour toute personne vivant ou transitant sur le sol national. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour célébrer la cérémonie de lancement des patrouilles mobiles pour une assistance médicale aux migrants en détresse sur le parcours migratoire de la République du Djibouti. Pour cela, j'invite et je dis soyez les bienvenus la délégation conduite par le ministre de la Santé et le ministre de l'Intérieur. La région d'Arta vous invite et vous souhaite la bienvenue. Et principale collaboratrice du projet, la représentante de l'OIM a pris la parole pour remercier solennellement le ministre de la Santé et le ministre de l'Intérieur pour leur engagement en faveur des migrants. Nous l'écoutons. Cette initiative s'insère dans la stratégie, je pense, du ministère de la Santé de se rapprocher des populations pour mieux les traiter et pour mieux répondre à leurs besoins de santé. Les caravanes de la santé, on sait très bien, ont commencé depuis l'année dernière et je pense que les patrouilles mobiles de santé s'insèrent parfaitement dans cette stratégie de se rapprocher des populations, qu'elles soient les populations locales djiboutiennes, mais aussi toute population qui traverse le territoire.
Permettez-moi de rappeler rapidement un peu le profil migratoire de Djibouti. C'est quelque chose qui nous intéresse particulièrement comme organisation en appui à la République de Djibouti. Et je souhaiterais tout simplement résumer ce que notre directeur général de l'OIM a mentionné lorsqu'il était de passage à Djibouti il y a quelques mois. Et remercier la République de Djibouti pour sa générosité, pour son empathie envers les migrants, envers ces personnes qui sont en situation de vulnérabilité, qui sont à la recherche d'une vie meilleure et qui traversent très souvent le territoire djiboutien vers la quête d'une meilleure vie pour eux et pour leurs familles. L'Union européenne vraiment attache l'importance, très grande importance aux questions de migration. Et nous voudrions appuyer ceux qui vivent dans leur région, mais aussi nous voudrions servir bien la gestion de migration. Les actions que vous êtes témoins aujourd'hui, les ambulances, les patrouilles mobiles, l'équipement, font la partie d'un projet régional que l'Union européenne finance. Nous avons délégué, bien sûr, la mise en œuvre de ce projet à nos partenaires, y compris l'Organisation internationale de migration. Mais c'est ce que je voudrais dire, que c'est très symbolique que nous nous rencontrons ici. Parce que ici, c'est vraiment une place où les chemins des migrants se croisent. Et on voit vraiment les migrants qui traversent. Mais on comprend qu'ils peuvent traverser Djibouti uniquement parce qu'ils savent que le peuple de Djibouti, le gouvernement de Djibouti est accueillant et faire tout ce qui est possible pour les aider. Le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, a pour sa part donc rendu un vibrant hommage au peuple djiboutien qui au quotidien fait œuvre donc de tolérance, de bienfaisance et d'humanisme à l'égard de cette population en détresse. On l'écoute. À l'occasion de cette journée consacrée pour le lancement des patrouilles mobiles en faveur des migrants. Nous sommes là aujourd'hui pour la première fois avec la population locale djiboutienne de lancer ensemble, encore une fois, notre générosité envers la population de la migration qui viennent des pays limitrophes. Le gouvernement djiboutien et le peuple djiboutien qui sont aujourd'hui au soleil vous démontrent par leur présence ici que la République de Djibouti reste toujours solidaire avec leurs frères qui viennent des pays étrangers. C'est un témoignage. Nous avons, depuis l'accession de notre pays à l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, parfois nous avons été aidés, parfois on nous a laissés seuls, n'est-ce pas? Mais nous avons continué à accomplir dignement notre devoir humanitaire. Auparavant, vous aviez l'habitude de voir la volonté politique du gouvernement. Aujourd'hui, vous avez la volonté du peuple djiboutien. Ils nous montrent encore une fois qu'ils acceptent fièrement d'accueillir des migrants et obligent le gouvernement de leur porter soin. Je remercie Monsieur le ministre de la Santé qui est présent ici, sincèrement, pour avoir organisé cette grande journée. Et enfin, le ministre de la Santé donc, a rappelé que cette initiative découle de la vision politique du président de la République qui reflète cette culture d'hospitalité et d'ouverture chère à notre nation, unanimement reconnue comme un havre de paix et une terre de rencontres et d'échanges. Écoutons le ministre. C'est pour moi
un honneur et un plaisir immense de célébrer avec vous le lancement des cliniques mobiles destinées à l'assistance médicale des migrants qui traversent régulièrement notre pays du sud au nord et du nord vers la capitale. Ce pays qui fait face au flot des réfugiés et des migrants et qui continue d'accueillir ces populations malgré toutes les difficultés que cela représente sur les services publics et la communauté haute, et ce au nom d'une conscience morale et de notre idée humaine. Les migrants en quête d'une vie meilleure quittent leur pays d'origine pour se rendre dans les pays du Golfe et de la Méditerranée. Malheureusement, la traversée ne se fait pas sans heurts. Nombre d'eux s'affaiblissent physiquement, épuisés par des efforts de marche continue. Certaines meurent d'épuisement, de faim ou de soif. Dans la continuité de notre engagement envers ces populations, nous invitons aujourd'hui, en collaboration avec l'Union européenne et l'OIM, des partenaires clés dans le secteur de la santé, mais dans d'autres secteurs aussi, d'inaugurer avec nous, ensemble, d'une seule main, les cliniques mobiles qui, si en avant le parcours migratoire afin de porter une assistance médicale à ces migrants en détresse. À travers ce programme, nous visons à apporter des soins de santé primaires et d'urgence à ces populations rendues vulnérables par le déplacement périlleux, réduire la mortalité sur ces routes migratoires et prévenir les risques sanitaires associés qui causeront des ravages dans un futur à la population hôte. Ces tournées régulières seront conjointement menées par le ministère de la Santé et l'OIM du nord du pays au sud et du sud au nord, le long de la route empruntée par les migrants. Le ministère de la Santé reste engagé, conformément à la vision du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui est le premier à prendre le bâton du pèlerin à chaque fois et plaider la cause des migrants et des réfugiés. Les instructions données au département de la santé est de fournir des soins de santé nécessaires à toute personne transitant sur le territoire, sans discrimination aucune. Et par la suite, le ministre de la Santé, ses distingués invités donc ont visité les cliniques mobiles au cours de laquelle ils ont reçu des informations utiles et complémentaires de la part du directeur des régions sanitaires, Ahmed Saïd. En effet, donc, dans le cadre de ce présent projet, le ministère de la Santé va renforcer les capacités humaines et matérielles de toutes les structures sanitaires se trouvant tout le long du corridor migratoires qui seront mobilisés pour venir en aide aux migrants. Et de là, nous passons à l'actualité internationale avec Asma. Donc, Asma, les États-Unis sont prêts à parler donc avec la Corée du Nord sans conditions préalables. Oui, le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a indiqué aujourd'hui que les États-Unis étaient prêts à discuter avec la Corée du Nord quand Pyongyang serait prêt au dialogue. Eh bien, les États-Unis sont prêts donc à négocier avec la Corée du Nord, mais le régime de Pyongyang doit venir à la table des négociations avec donc la volonté de modifier ses programmes balistiques et nucléaires. C'est ce qu'a déclaré hier le secrétaire d'État américain. Rex Tillerson se fait rappeler, comme par le passé, que les discussions ne pourraient intervenir qu'après une période de calme. Donald Trump, donc le chef de la Maison-Blanche, s'est engagé dans une guerre des déclarations avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, allant même jusqu'à menacer dans un discours prononcé donc devant l'Assemblée générale de l'ONU de détruire totalement la Corée du Nord. Et pour sa part, donc, Kim a déclaré hier que son pays allait de l'avant victorieusement et allait devenir ainsi la puissance nucléaire et militaire la plus forte au monde. Merci Asma pour ces explications. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Extension de programme sur Télé Djibouti.